You Mathieu! On est de retour à Bruxelles cette semaine et beaucoup de sujets à vous débriefer. Une grosse bataille qu'on est en train d'ici de mener au Parlement européen sur les conflits d'intérêts de nos futurs commissaires européens. Vous allez voir que c'est pas une mince affaire et qu'on nous a même menacés pour avoir dénoncé une procédure qui est, on va se le dire, une mascarade. On va se parler aussi d'un des grands combats de cette rentrée sociale en France, nos retraites, et voir qu'en fait ce sujet a un lien avec l'Union européenne et la Commission européenne, et se parler aussi de la bataille qu'ont menée nos amis belges sur la même question ici. Et enfin, le lobby de la semaine. Cette semaine, les grandes entreprises françaises, très inconnues, avec un petit nom qui s'appelle la FEP, mais vous allez voir qu'ils jouent un rôle très important ici dans les institutions européennes. Allez, c'est parti, générique. Alors là, je vous ai amené dans un autre coin de notre bureau, c'est le bureau d'Adrien qui travaille avec moi sur la commission des affaires juridiques et qui a passé un peu toutes ces dernières nuits à analyser les déclarations d'intérêt de nos chers commissaires européens. Alors, pour vous expliquer, dans le cadre de la commission des affaires juridiques dans laquelle je siège, une de nos missions est d'analyser s'il n'y a pas de conflit d'intérêt des commissaires européens qui vont former notre futur gouvernement européen à partir de leur déclaration d'intérêt. De manière claire, on cherche à voir si ils vont être pris dans des potentielles affaires de corruption ou est-ce qu'ils ont un intérêt à agir, ils ont des liens avec des entreprises qui sont censées réguler de manière assez simple. Du coup, ils nous ont envoyé des déclarations d'intérêt où ils doivent envoyer des informations sur des appartements qu'ils possèdent ou des actions qu'ils ont en bourse. Bon, en vrai, je vais vous dire de manière très claire, la procédure, c'est une grosse blague, c'est vraiment une mascarade et c'est une honte pour la démocratie européenne et pour la mission qui nous a été confiée d'analyser s'il n'y a pas de conflit d'intérêt. En gros, moi, j'y vois trois principaux problèmes de la procédure qui a eu lieu cette semaine. D'abord, les informations qu'on demande à ces commissaires européens sont extrêmement partielles. Je vous le disais, c'est des informations très limitées. Nous, par exemple, en tant que députés européens français, en France, on va donner beaucoup plus d'informations. Eux, c'est super limité. Et ça ne couvre pas, par exemple, les affaires judiciaires dans lesquelles ils peuvent être impliqués. C'est le cas d'un certain nombre de commissaires, c'est le cas de Sylvie Goulard, notre commissaire française, c'est le cas de Didier Reynders, le commissaire belge, qui sont pris dans des affaires présomption de corruption ou d'affaires judiciaires et ça fait pas partie de notre champ d'études et donc on peut nommer des commissaires qui après potentiellement vont être condamnés pour de la corruption et puis en plus ces déclarations d'intérêt elles sont très limitées, malheureusement on n'a pas le droit de vous les montrer parce que oui la transparence c'est bien mais les règles font que on fait tout ça à huis clos en se cachant et puis en plus nous on s'est fait pointer du doigt soi-disant on serait ceux qui révèlent des informations à la presse. Franchement, on marche complètement sur la tête la manière dont ça s'est passé. Et on n'a eu que 2 jours pour analyser certaines de ces déclarations d'intérêt, donc c'est super limité. Deuxième problème, les informations qu'ils nous donnent, elles sont non seulement limitées, mais elles sont invérifiables. En fait, tout ça repose sur leurs propres déclarations. Mais on n'a aucun moyen de vérifier les informations et on n'a aucun moyen d'investigation. Et donc c'est, en gros, on prend leurs informations, c'est à prendre à laisser. Si on veut rajouter des informations qui sont issues de la presse, on nous dit « Non, attendez, les journalistes sont pas légitimes pour donner des informations ». Et en plus, il y a eu en réalité très très peu de débats, puisqu'on avait 2 heures à la base pour analyser les déclarations des commissaires. Ça fait à peu près 5 minutes par commissaire. Voilà, je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire en 5 minutes par commissaire. Et troisième et dernier problème, qui est peut-être le plus gros problème, c'est la politisation de cette procédure. Parce qu'en fait, on demande à des députés européens qui représentent des groupes politiques de conclure s'il y a conflit d'intérêt potentiel ou pas pour des commissaires européens issus de ces mêmes groupes politique. Dit autrement, pour moi, il y a un conflit d'intérêts dans l'analyse des conflits d'intérêts des commissaires européens et on se retrouve dans une situation complètement absurde où les socialistes vont défendre leurs candidats socialistes, le PPE qui est la droite européenne vont défendre leurs commissaires et à la fin c'est juste chacun défend son poulain. Remarquez que nous on n'a pas d'intérêt là-dedans, peut-être qu'on devrait être les seuls à faire cette procédure parce que on n'a pas de commissaire de notre camp et surtout le résultat c'est qu'on a un 2 poids 2 mesures. En fonction des commissaires, on va pas leur demander la même chose. Il y en a à qui on va demander de vendre des actions
qu'ils possèdent dans des entreprises. Et puis pour d'autres, ça pose pas de problème. Je pense qu'il faudrait mettre une règle claire. Si vous possédez des actions dans une entreprise, je sais pas, pétrolière, et vous êtes en charge du portefeuille de l'environnement, clairement, vous n'avez pas le droit de posséder ces actions et il faut les vendre. Mais on en arrive à des situations complètement différentes d'un commissaire à l'autre. Il y en a pour qui on s'intéresse à un appartement, il y en a d'autres qui ont plus de 10 appartements, ça pose pas de problème. En gros, si vous êtes un commissaire d'un petit pays de l'Union européenne, bah là, on peut vous poser davantage de questions, mais si vous êtes d'un gros pays, d'un gros bloc politique, là, ça pose plus de questions. Alors nous, on veut se saisir de cette procédure qui nous a beaucoup surpris, pour être honnête, pour changer complètement la procédure et demander des améliorations, notamment demander la création d'une haute autorité indépendante au niveau européen qui serait en charge de l'analyse de ces conflits d'intérêts. C'est le cas dans plein de pays au niveau européen, c'est le cas en France où il y a une haute autorité de la transparence de la vie publique. Il faut qu'il existe une autorité de la sorte pour dépolitiser le processus et pour véritablement leur donner les moyens d'investigation. On a fait beaucoup de bruit cette semaine sur ce sujet qui a beaucoup agité la bulle bruxelloise, mais vous pouvez compter sur nous pour continuer à nous battre parce que les histoires de corruption, de conflit d'intérêts, c'est pas un petit sujet. Et j'espère qu'on reviendra vers vous en vous disant on a gagné, on a créé cette haute autorité. Bon, c'était pas prévu, mais il y a plein de rebondissements au Parlement européen. Et ce matin, on a eu la dernière réunion de la Commission des affaires juridiques. Pour tout vous dire, c'était un peu de la folie. On devait examiner les 2 derniers commissaires pour lesquels on a organisé carrément des auditions et pour lesquels on avait des soupçons de conflit d'intérêts. Ça a été très mouvementé, des discussions très tendues et au final, notre commission a déclaré qu'il y avait des conflits d'intérêts pour ces 2 commissaires et donc on ne pouvait pas valider leur candidature. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du Parlement. Pour vous dire, c'était assez fou parce que quand on est sorti de la salle, il y avait tous les journalistes qui nous attendaient, qui nous ont sauté dessus. Moi, j'avais jamais fait ça. J'ai un peu l'impression que voilà, c'est comme si je venais d'annoncer la mort de Chirac, mais en fait non, il y avait quasiment autant de journalistes qui attendaient une énorme nouvelle. Donc ça prouve que quand même, quand on saisit de la procédure, on peut pointer du doigt des conflits d'intérêts et dire ces commissaires-là ne sont pas aptes à exercer leurs fonctions. Et puis nous, on essaie de pousser pour une réforme en profondeur du système d'analyse et d'examen des conflits d'intérêts des commissaires. Allez, on continue le combat. La prochaine fois, non seulement on fera tomber des commissaires, mais en plus on aura une haute autorité indépendante. Ça prouve que quand on fait du bruit, ça paye. Cette semaine, c'était aussi le début de la grande mobilisation contre la réforme des retraites. Il y avait dans la rue cette semaine plus de 150 000 personnes. C'est un bon début et il va falloir amplifier cette mobilisation parce que clairement, le gouvernement essaie la vieille doctrine qu'on connaît bien, diviser pour mieux régner, en montant les régimes spéciaux les uns contre les autres, en les pointant du doigt, mais en réalité, de cette réforme des retraites, nous savons que nous serons tous perdants parce que d'ici 2050, il y aura plus de 6 millions de plus de personnes âgées sans davantage de cotisations sociales. Donc concrètement, si ici autour de cette table on est plus nombreux et que la taille de cette table, donc la taille du gâteau est la même, bah, ce qu'on aura chacun d'entre nous sera beaucoup plus petit. On a déjà beaucoup parlé du fond de cette réforme des retraites, mais on a beaucoup moins parlé de son lien avec l'échelon européen. Ici, les institutions européennes, en réalité, jouent un rôle dans cette réforme, un rôle de long, mais un rôle qui est non négligeable dans le cadre de ce qu'on appelle le semestre européen. Vous savez, le semestre européen, c'est ce processus cyclique de contrôle de la part de la Commission européenne et des institutions européennes sur les politiques économiques menées par chacun des États membres. Ils font des recommandations et des recommandations de réformes structurelles, notamment pour rester sous la sacro-sainte règle des 3% de déficit, qui est un peu la règle d'or au niveau européen. Et quand on regarde dans le détail, dans les dernières recommandations qui ont été faites par l'Union européenne à la France, on retrouve, surprise, surprise, réformer le système des retraites pour uniformiser progressivement les règles des différents régimes de retraite en vue de renforcer l'équité et la soutenabilité de ces régimes. Comprenez, suppression des régimes spéciaux, tiens, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et en plus, du coup, par un peu de zèle que seul Emmanuel Macron connaît, il va au-delà en disant, tant qu'à faire, on va niveler par le bas, on va plus du tout tenir compte des conditions spécifiques de travail, de la différence dans l'espérance de vie, et puis on va derrière cette prétention à réformer les régimes spéciaux, en fait, on va réformer l'ensemble de notre système de protection sociale en s'attaquant directement et quelque part avec le système à points qui va nous être proposé,
mettre en place un système qui privatise notre système de retraite et donc qui fait en sorte que demain, vous, moi, en particulier les gens de ma génération, pour ceux qui nous regardent, clairement, on se fait toujours la blague entre nous, on n'aura jamais de retraite, mais ma génération, les années 80 aux années 90, on partira à la retraite à 66, 67 ans. Dans les prévisions actuelles, on aura à peine 50% de notre revenu en retraite. Résultat, on aura encore plus de travailleurs pauvres parmi les personnes âgées. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde en fait dans le processus plus long, les propositions et les recommandations qui ont été faites par le semestre, dans le cadre du semestre européen, on retrouve le report de l'âge légal de la retraite, la facilitation de l'emploi des seniors, l'harmonisation de tous les régimes. Et concrètement, c'est ce qu'on retrouve dans les propositions faites par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc on voit très bien que les réformes qui sont faites au niveau national ont en fait un lien avec le niveau européen et que la bataille qu'on mène ici au Parlement européen contre le semestre européen qui lie pieds et mains les États membres à l'Union européenne et qui les oblige à faire ces réformes qui coupent dans les retraites, en pratique, ça a un impact concret. Ceci étant dit, je pense qu'on peut quand même avoir une lueur d'espoir. On est ici à Bruxelles, en Belgique, et la Belgique a, elle aussi, tenté de mener une réforme du système de retraite et la mise en place d'un système à retraite par points. Et il y a eu une forte mobilisation, tout secteur confondu, ici en Belgique, qui a poussé le gouvernement à reculer sur ce projet de réforme. La leçon que j'en tire, c'est qu'un, la mobilisation paye. Deux, que c'est une question de société qui dépasse nos frontières et que c'est un débat de société plus large qu'on doit avoir sur le modèle économique que l'on veut et sur la protection de notre système social parce que, à la fin de la fin, c'est une attaque à notre régime de protection sociale issu des grandes conquêtes sociales de ces dernières décennies. Et je pense qu'il faudra continuer à se mobiliser pour le défendre ici en France, mais partout en Europe parce qu'on voit que c'est une tendance européenne. Nos amis, les lobbies, elle est un peu de multinationale, ça fait longtemps. Alors, cette semaine, dans notre lobby de la semaine, je voulais vous parler de l'AFEP. Et l'AFEP, vous ne les connaissez probablement pas, vous n'avez jamais entendu parler. Et pourtant, c'est le regroupement des plus grandes entreprises multinationales françaises. Ils comprennent, aujourd'hui, il y a un peu plus de 110 membres. Parmi elles, parmi ces membres, on trouve toutes les entreprises quasiment du CAC 40. Donc ça regroupe vraiment les grandes entreprises multinationales. C'est un peu une sous-branche du MEDEF qui va du coup faire du lobby auprès des institutions françaises et européennes en faveur des grandes entreprises multinationales. Et c'est assez intéressant parce que ils nous ont présenté dans leur courrier les 10 chantiers pour une Europe attractive, compétitive et durable. C'est un peu tous les mots buzz que utilise Emmanuel Macron. Et quand on regarde en pratique dans leur chantier, c'est assez intéressant et assez symptomatique. Ils demandent par exemple de reprendre la main pour définir les règles fiscales qui permettront à l'Europe d'être attractive et à ses entreprises de rester compétitives. Il y en a un autre qui est lié à ça, construire une diplomatie fiscale de l'Union européenne pour mieux défendre les entreprises européenne. Comprendre, je vous fais la traduction pour les termes grand public. Merci, chères institutions européennes, de nous donner un maximum de cadeaux fiscaux et d'aller négocier avec les autres pays au niveau mondial pour qu'on paye le moins d'impôts possible. Voilà les priorités de la FEP. Et j'en rigole un peu, mais la FEP, c'est pas n'importe qui. Il joue un rôle majeur dans un certain nombre de décisions, un grand nombre en réalité de décisions politiques et économiques en France et en Europe. Ils sont connus pour avoir bloqué la loi, la taxe sur les dividendes en France. Ils avaient saisi la Cour de justice européenne, ils avaient obtenu la fin de cette taxe. Ils avaient bloqué la loi sur le devoir de vigilance en France pour rendre responsables les entreprises multinationales qui violent les droits de l'homme dans leur chaîne d'approvisionnement. Moi, je les connais bien aussi parce que je me souviens d'eux quand ils s'étaient notamment opposés à des règles de transparence fiscale pour qu'on sache si les grandes entreprises payent leur juste part d'impôts. Et en Europe, la FEP est tout aussi puissante. C'est 1 million d'euros de budget de lobbying. C'est pléthore de lobbyistes accrédités qui vont ici dans les couloirs venir alpaguer les parlementaires européens. Et c'est un poids assez important auprès des institutions européennes comme de la Commission européenne. Pour conclure, on s'en amuse de la FEP et des courriers qu'ils nous envoient ici dans le coin des lobbies,
Mais ce qui est plus grave et plus inquiétant, c'est qu'en réalité, ils ont un rôle important qu'il ne faut pas sous-estimer. Et bon, ils nous ont proposé un rendez-vous. Je crois que poliment, on va le décliner. Mais surtout, dans les prochains mois et les prochaines années, on fera en sorte de dénoncer le rôle politique qu'il joue ici dans les mesures de régulation économique, parce que le Parlement européen ne doit pas être la place des grandes entreprises multinationales, mais bien davantage des représentants des peuples que nous sommes. Moi, c'est pas la FEP qui m'a élu, ce sont les citoyens. Alors, c'est la fin de ce 9e épisode de L'Aubry qui court. Merci à tous ceux qui ont déjà envoyé des affiches de quoi décorer notre bureau. On a reçu une affiche de foot féminin, vive le sport féminin. J'espère que les prochaines affiches seront des affiches de water polo pour ceux qui aiment bien ce sport. On a aussi reçu des affiches d'Act Up. Celle-là, elle est assez rigolote. Contre les sida, la capote, pas la calotte. Voilà, on a aussi reçu une affiche du Financial Times. Peut-être qu'eux aussi, ils aiment bien le bris qui court. Mais sauf que l'affiche, elle est financée en fait par ExxonMobil. Donc on va la ranger direct dans le tiroir des lobbies. Et puis la semaine prochaine, c'est une grosse semaine ici à Bruxelles parce qu'on va faire les auditions des commissaires européens. Donc des auditions sur le fond. On va les tester sur leurs projets pour les 5 ans à venir. Donc gros enjeu. Moi, je vais évidemment poser des questions sur les questions de justice fiscale à suivre parce qu'on a le pouvoir de faire tomber des commissaires européens. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager à tous ceux à qui vous voudrez, qui écoutent tout ce que j'ai à leur raconter d'intelligent, plus ou moins intelligent. Et puis, bien sûr, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour avoir des notifications sur les prochaines vidéos. Allez, à très vite, on se revoit la semaine prochaine. Cette semaine, c'était aussi la grande mobilisation pour la réforme. Non, pour la réforme, contre la réforme.